C'est donc le premier temps de ce chantier que nous avons appelé La France vue de l'étranger, à pile 2 mois du second tour de la présidentielle. Nous profitons de l'espace, du recul, de la liberté qu'offre parfois d'être ou d'avoir été étranger dans un pays pour en penser certaines questions qui l'agitent. Dans votre dernier ouvrage, Todd Shepard, vous partez d'ailleurs de ce regard de l'adolescent américain que vous étiez lors de votre premier séjour d'études en France pour dérouler ensuite une histoire culturelle, politique, sexuelle et sociale de ce que vous appelez la fixation française sur l'homme arabe. C'est une histoire que vous adossez à vos précédents travaux, par exemple sur la période 58-62 de la guerre d'Algérie. Votre ouvrage Mal décolonisation est paru aux éditions Payot. Bonjour Todd Shepard et bienvenue. Bonjour, merci bien pour l'invitation. Comment est-ce que vous le dites en anglais ou en américain, ce fameux homme arabe qui sous-titre l'édition française? Donc d'abord, c'est sorti en premier en France et en français, mais en américain, c'est The Arab Man. Or the Arab. Donc, j'essaie d'expliciter le côté masculin qui joue un rôle très important dans mes recherches, et le terme arabe aussi, qui aussi joue un rôle très spécifique, mais très très important dans les recherches que j'ai pu faire. Donc à la fois dans les archives du gouvernement français, des divers organismes et d'agences, mais aussi chez beaucoup de gens. Donc à la fois la façon que c'est un terme qui sert à vilipender, mais aussi pour fêter, pour célébrer une possibilité d'une révolution arabe, notamment, mais un terme aussi qui couvre quelque chose de plus spécifique. Ce n'est pas que les Maghrébins, soi-disant, ou les gens de culture musulmane. Ça a tendance en France, surtout dans le moment que j'étudie moi, 62 à 79, de parler de l'implication, c'est algérien. Donc c'est algérien, ça a un lien direct avec l'indépendance algérienne, la révolution algérienne soi-disant, les Algériens et la France, la fin de l'Algérie française. Et donc le terme arabe va servir à la fois à certains de célébrer cet héritage, cette nouvelle, tout ce qui a été apporté de neuf à la tradition révolutionnaire des luttes émancipatrices, aussi bien pour d'autres d'expliquer à quel point ces gens-là sont totalement étrangers, ne devaient pas faire partie de la France, ne devaient pas côtoyer des Français, ne devaient pas avoir de rapport avec des Français ou des Françaises. Est-ce que cette question du langage et de quel mot vous alliez utiliser, donc Arab man en américain, anglais, ou l'homme arabe pour sa traduction française, est une question qui du coup vous a préoccupé dans le fait de l'importer dans le présent? Jusque très tard dans l'écriture du livre, je suis resté sur le fait j'ai insisté de mettre le terme constamment entre guillemets. Et c'est un peu insupportable à la lecture. Donc, j'essaie de faire une note très ferme tout au début du livre, à quel point c'est un terme problématique. J'essaie aussi de revenir sur à quel point c'était un terme utilisé. Des gens disaient ce sont pas des étrangers. Des étrangers, ce sont des gens comme les Suisses, les Belges. Les Arabes, c'est totalement autre chose. Et quand on puise un peu plus, notamment dans les archives, donc les renseignements généraux ou autres, on voit à quel point c'est pas les Arabes, c'est pas les Maghrébins. On va toujours dire, les Marocains, les Tunisiens, en fait, des gens sont pas si troublés. C'est vraiment les Algériens. Mais quelle que soit sa polarisation, en fait, vous dites là combien c'est un terme d'assignation très fort, en fait. Tout à fait. Donc, c'est nécessaire de prendre un peu de recul. On a eu, et je comprends, envie de parler en termes universels, en termes de nationalité, ou en termes de classe. Donc, travailleurs émigrés, c'est très important pour beaucoup de chercheurs. Le problème, c'est que c'est pas ça qu'on trouve dans les sources. Par exemple, l'étude clé, c'est une étude sur 2 grands ensembles, en Essonne et un autre dans Haute-Seine. Et dans un, il y a plein de familles portugaises et des assistants sociaux sont perplexes parce que personne ne se plaint de ces gens alors que selon eux, ils s'habillent différemment, mais ils traitent leurs enfants différemment et surtout, ils gèrent la maison, l'espace domestique très différemment des Français dans une façon qui paraît chaotique. L'autre grand ensemble, il y a beaucoup d'Algériens et selon les agents, les assistants sociaux, ils sont très à la française. Ils gèrent leurs enfants, ils gèrent l'intérieur de leur maison. Et il y a plein de plaintes. Donc, des gens se plaignent de quelque chose. Donc, ils commencent sur ça. Et le marqueur de ça, c'est l'incapacité, l'impossibilité pour une politique antiraciste de fonctionner. C'est qu'on a essayé de faire un mélange entre les groupes. Et dès qu'il y a trop de garçons arabes,
les filles françaises refusent d'assister à la salle de sport. Donc c'est la preuve qu'il y a quelque chose de réflexif, selon eux. Donc c'est ces incidents où on voit que c'est pas assez, ça ne capte pas ce qui est en train de se passer. De parler de immigrés, de parler de travailleurs immigrés, de parler de la classe ouvrière, de parler des étrangers en général. Donc le mot arabe, il faut l'utiliser. J'essaie de l'utiliser à la fois parce que ça résonne différemment des termes aujourd'hui qui sont à la mode. On parle des gens de la culture musulmane ou des musulmans et autres. Il y a aussi des spécificités un peu différentes aussi, donc que j'essaie de mettre en avant. Mais je crois que ça sert aussi de diriger l'attention sur ce qui était vraiment en jeu. Donc, et d'ailleurs, vous rappelez dans le premier chapitre, dans l'introduction de votre livre, que ces questions-là, elles sont comme plantées en vous à l'adolescence, lors d'un séjour en France, où d'un seul coup, vous prenez conscience d'une forme de fixation sur cet homme arabe qui, par voie de conséquence que vous venez de développer, en fait est l'homme algérien. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce séjour-là? Oui, moi je suis venu en France en tant qu'étudiant dans un échange, sauf que c'était pas. Donc j'ai passé une année en France, j'ai fait ma première en France. Et au début c'était dans une famille à Saint-Lenoble à côté de Douai. C'est une ville, un village minière, sauf qu'il y avait plus de mines, ouvriers. Donc c'était très impressionnant pour moi. Et tout de suite, et c'était aussi une famille qui me paraissait très jeune et branchée en comparaison à mes parents. C'est la femme qui gagnait plus d'argent, l'homme était instituteur dans la maternelle. Mais tout de suite, j'ai eu une discussion avec le père sur, je ne sais pas pourquoi, sur l'Empire français. Je disais que l'impérialisme c'était mauvais, quelque chose de banal. Et moi, je venais d'une famille de droite. J'étais pro-Reagan, donc c'était pas une critique radicale. Et tout de suite, il m'a répondu, non mais on dit ça, mais c'est du n'importe quoi. On prétend que c'est raciste de dire que les Noirs sont paresseux, que les Arabes sont des voleurs, alors que c'est une vérité. Et on nous attaque comme ça en France, et on en a marre. Et lui et sa famille, ils avaient tourné plutôt d'une position mongoliste vers quelque chose. Ils regardaient à ce moment, c'était Jean-Marie Le Pen. Donc c'était un premier échange, et c'était quelque chose qui était assez important dans mon séjour avec eux, qui finalement a pris fin un peu en avance, avant que prévu, parce qu'on se supportait pas. Mais ça m'a appris quelque chose, c'est-à-dire j'avais aussi essayé de comprendre pourquoi ils disaient nous on aime les Juifs, mais aussi la question de pourquoi l'arabe, parce que pour nous les Américains, le problème racial qui est beaucoup plus profond chez nous, selon moi et selon plein d'autres études, qu'en France, pourquoi ça fixé sur... C'est la question des African Americans, des Blacks, des Noirs, soi-disant. Ici, les Arabes. Pour nous, c'était les hommes riches qui exploitaient le pétrole ou quelque. Donc, il y avait des stéréotypes, mais c'était pas si important. Et là aussi, j'ai été enterré. Donc, Douai, Saint-Lenoble, il y avait beaucoup de familles avec des origines maghrébines dans mes cours. Donc, j'ai commencé de comprendre que des choses, que c'était notre pays, d'abord. Et juste aussi de discuter avec eux de ces différences. Aux États-Unis, c'est comme ça. En France, c'est comme ça. J'ai aussi vu à quel point pour eux, c'était inimaginable qu'on ne pourrait pas avoir une qui est bien et une qui est mauvaise. Et il fallait nécessairement que moi, en tant qu'Américain, que je sois constamment en train de critiquer la France quand je faisais des comparaisons. Donc j'essaie depuis de penser ces différences, comment penser, comment les exprimer, comment les explorer, dans une façon qui les prend au sérieux, et aussi d'essayer de prendre dans leur spécificité. Donc c'est une des spécificités françaises qui m'a beaucoup intrigué, c'est ça, ce rôle du maghrébin, de l'algérien, de l'arabe, de l'islam aussi, mais c'était pas dans les moments où moi j'ai étudié dans les années 60 et 70, l'islam est assez marginal. La question religieuse était assez marginale très peu, d'ailleurs. Ouais. Bien sûr, vous signalez à quel point c'est quasiment absent d'ailleurs des discussions avec ce père de famille. Cependant, je soulevais Tom Shepard qu'il y a une dimension qui semble à la fois essentielle pour vous dans cet essai et probablement peut-être la plus originale et la plus novatrice pour nous en tant que lecteurs, c'est l'histoire sexuelle que vous faites de ce discours, ou la dimension sexuelle que vous soulignez dans ce discours. Est-ce que lors de ce séjour adolescent et dans cette famille-là, c'est déjà une dimension qui existe? Est-ce que la fixation sur l'homme arabe est déjà sexualisée? Pas pour moi à ce moment. C'est vrai que j'avais pu voir plus en revenant. Donc quand j'avais commencé à faire des recherches, des études plus loin,
à la fac, j'étais plus dans des démarches d'études de genre, comment on dit, de théorie du genre, comment on parle maintenant, du queer studies, du féminisme. Et après, j'ai entrecroisé les deux. Mon intérêt pour la France, la façon que j'avais la langue française comme outil de recherche. Donc, j'ai commencé de regarder vers la France et c'est là où je me suis tourné d'abord vers la révolution algérienne et après, j'ai vu à quel point mon premier livre qui n'est pas centré sur ces questions, mais les recherches qu'il entourait, qu'il a produisait, il y en avait plein de choses. Et je me disais, pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi il n'y a pas de recherche sur ça? Plein de choses, quoi. Plein de références à la sexualité, au corps sexualisé. Au corps sexualisé, au corps gendré aussi, sur les hommes et les femmes. Pendant la guerre d'Algérie, c'est ce qui m'a marqué, c'était à quel point les hommes de droite et de gauche, français, donc c'est-à-dire européens, métropolitains, s'accusaient mutuellement des tares qui sont historiquement associés à l'orientalisme sexuel, qu'on accuse l'étranger, le musulman, l'arabe, d'être débridé, d'être soit les faibles, soit l'ultra-viril, hyper-viril, trop brut, trop mou, trop brut. C'est jamais entre les deux, c'est toujours des extrêmes. Mais ces accusations, donc, on connaît les mots de Jean-Marie Le Pen sur les intellectuels qui veulent se faire prendre par des Algériens, ça explique leur soutien. Mais la gauche aussi. Donc, par exemple, des accusations qu'on torturait en Algérie à cause de quelque chose de mou et de sadique, d'homosexuel, de profondément homosexuel chez ces paras, ces tortionnaires. Il y avait quelque chose du colonial qui produisait une souplesse, une mollesse chez les hommes français qu'il fallait extirper. Donc c'est ça qui m'a intéressé aussi de voir à quel point à ce moment ça devient possible et ça c'est une des points centraux, ou des pôles centraux du livre. C'est l'homme algérien qui commence à émerger comme une figure, un modèle de virilité, de comment être un homme face aux difficultés du monde moderne. Et donc c'est un peu ça que je voulais explorer, ces deux côtés, comment on revient à l'extrême droite vers les accusations, l'homme algérien, l'arabe, disant que c'est un violeur vorace qui veut attaquer tout le monde, qui envahisse la France après l'indépendance, mais aussi comment l'homme révolutionnaire algérien, l'homme arabe révolutionnaire héroïque, devient une figure qui inspire pas mal de discussions et sert comme modèle pour pas mal de propos, de stratégies, de tactiques politiques en France après l'indépendance algérienne. Je te dis pas un enlèvement pour de l'argent, je te parle de la traite des blanches, c'est pas pareil. Qu'est-ce que ça veut dire la traite des blanches? C'est dans les magasins. Ils enlèvent les filles et les envoient dans les pays arabes. Et pourquoi on dit la traite des blanches? Parce qu'on n'enlève pas les noirs. On n'enlève que les blanches. Et pourquoi ils les emmènent? On les emmène comme danseuses. Pas comme danseuses, comme esclaves. En Afrique, ils les emmènent. C'est pas vrai, mais alors Muriel Cazot, tu crois que c'est ça? C'est la traite des blanches? Ça se peut. Il paraît qu'on leur fait une piqûre quand elles sont dans le salon d'essayage. Et là, il y a une trappe qui s'ouvre, elles tombent dans les égouts et on les emmène en bateau jusqu'en Afrique. Mais qui c'est qui t'a raconté ça? Tout le monde le sait. C'est un extrait du film Diabolo Monde, Todd Shepard, et il fait partie de ces objets culturels que vous analysez pour faire entendre ou faire lire la dimension sexuelle de la fixation française sur l'homme arabe. Ici, deux jeunes filles discutent d'une prétendue traite des blanches et de jeunes filles qui sont droguées dans des cabines d'essayage et emmenées dans des pays arabe, donc on peut entendre éventuellement l'Algérie pour être prostituée. Pourquoi est-ce que cet objet vous a intéressé, ce film vous a intéressé, et qu'est-ce qu'il façonne peut-être de la vision de l'homme arabe à ce moment-là? Donc c'est ce qui m'a beaucoup intrigué, c'est à quel point les grands débats de la révolution sexuelle en France tournaient ou étaient façonnés par des références à l'homme arabe. Et ça revenait chaque fois que je regardais un nouveau débat, une nouvelle discussion. Donc il y a sur les questions du viol, sur les questions d'antiracisme, sur les questions de la prostitution, sur l'homosexualité. Je parle aussi de la sodomie. Il y avait ce figure qui était au centre. Donc ça, c'est un film diablement magnifique, très beau, mais emblématique de ce qu'on imagine de la révolution sexuelle. Quelque chose de joyeuse, qui célèbre la sexualité, qui mettent en avant et qui montrent comme si c'est absolument normal que des filles et des garçons ont des rapports entre eux, pas nécessairement dans le cadre d'un mariage, qu'il y a des plaisirs qu'on peut prendre et qu'il y a quelque chose de politique d'en penser. Donc à la fois
au niveau des femmes, mais aussi aux questions de la sexualité tout courte. Donc ce moment, c'est le premier, il y a deux moments, deux petites scènes, parce qu'elle revient à la fin, cette même jeune fille, elle dit que sa sœur lui a expliqué que finalement, il n'y en a pas de traite des blanches. Donc je trouvais que c'était super intéressant parce qu'en général, c'est un film qui montre des gens en train de surmonter des difficultés, de fêter ce que la sexualité libre peut amener dans des vies. Et là, on revient sur quelque chose de dangereux. C'est la question de la prostitution. On n'entend pas beaucoup parler de la prostitution quand on parle de la révolution sexuelle. Et ce rapport entre pas seulement la sexualité et la prostitution et des jeunes filles, mais l'arabe, l'étranger, la menace. Donc je voulais puiser là-dedans. Et j'ai trouvé pas mal de choses. Donc, par exemple, c'est la scène dont elle parle, c'est la reproduction de ce que Edgar Morin et son équipe, le sociologue Edgar Morin, explore dans son livre de 1969, Le Rumeur d'Orléans, qui est un livre qui est sur une rumeur de traite des blanches à Orléans, qui lie cette traite des blanches à une série de magasins tenus par les Juifs. Donc, c'est l'antisémitisme qui est en question. Donc, c'est très intriguant. Edgar Morin, lui, au début, ils disent, le mythe, c'est que c'est lié aux Juifs. Parce que ça n'a jamais été le cas en France, et ce n'est pas le cas ici à Orléans, et c'est ça qui est mythique. Mais il disait que la traite des Blanches, apparemment, ça existe. Un an plus tard, il y a une deuxième édition du livre où il change. Pas lui, mais Claude Fischler ajoute une deuxième étude qui dit toute la traite des Blanches est mythique. C'est faux, ce n'est pas quelque chose qui existe réellement. Mais aussi, donc, dans ce livre même, de 69, qui parle de la traite des Blanches comme un symptôme de l'antisémitisme, et qui explique autre. L'intérêt du livre, c'est autre. C'est sur la question de la sexualité des femmes, la libération des femmes, et à quel point ça stresse la société française. Et même le sous-tend, ce qui sous-tend de cette étude sur les Juifs, on voit très vite que c'est les questions des Arabes, des hommes arabes. Même la suggestion est faite, l'étude est lancée par Lian Poliakov qui amène l'argent en suggérant que cette rumeur probablement résulte des étudiants pro-palestiniens et pro-arabes après la guerre de 6 jours qui veulent nuire à l'Israël. Donc, et puis il y a toute une série d'autres moments. Donc cette question de la prostitution m'a intrigué sur plein de plans. La question de la traite des blanches qui est une des éléments, mais un élément qui cristallise et synthétise d'autres éléments. C'est-à-dire ça mettre en avant à la fois le danger d'avoir des Arabes en France, le danger pour les femmes, des dangers pour la tentation féminine, pour ce qui est la beauté, ce qui est le contact avec l'étranger, mais aussi la faiblesse des hommes français qui sont incapables de protéger leurs femmes. Donc la menace, la faiblesse, le danger de la sexualité débridée, tous ensemble sur la question de la traite des blanches. Mais alors justement, et puis d'ailleurs il y a un autre film qui revient beaucoup dans l'analyse que vous faites de la production culturelle de cette époque, c'est un film qui s'appelle Les Ambassadeurs. Toute construction de mythe ou de représentation a une fonction au moment où il est mis en place, ce mythe ou cette représentation. Dans le cas de Diabolomante, est-ce que vous diriez que cette mythique traite des blanches, elle sert à juguler la révolution sexuelle féminine et une possible prise de liberté des femmes en rapport avec leur propre corps et leur propre plaisir, ou à faire porter sur un homme arabe dont on craint une invasion, dont on ne supporte pas exactement ce qui se passe post-1962, une faute que peut-être il n'a pas commise? Okay. Ou est-ce que c'est un mix des deux? Donc je vois que dans le film, moi je lis le film de Diane Curis quand même comme cette mise en scène de la question de la traite des blanches, comme ça suggère qu'il y a quelque chose qui traîne, qui est un peu dangereux à la vision qu'elle propose, de la liberté sexuelle comme quelque chose de bénéfique, qui apporte des secours et quelque chose qui soutient la possibilité pour les femmes et les filles de vivre pleinement. Donc il faut s'adresser à cette question. Et à la fois, quand elle le fait, la façon que c'est fait dans le film, ça suggère qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème entre la France et l'Algérie, mais peut-être qu'il y a même plus de rapport. Parce que c'est le seul moment, le film se passe en 63. L'exode des pieds noirs était un arrière-plan. L'après-guerre d'Algérie était en arrière-plan. Et on n'en parle pas. C'est le seul moment où on parle des Arabes, on suggère l'Algérie. C'est cette scène. Donc c'est très intéressant. Et c'est le début, pour son film à elle, de la révolution sexuelle. Donc les dates entrecoupent bien celles de mon livre. Donc je crois qu'elle fait ça un peu pour faire qu'en fait il y a une séparation. C'est ce qui est intéressant, c'est ce qu'on retrouve dans toutes les autres discussions de la traite des blanches
et de la question de la prostitution plus largement, qui incorpore de plus en plus l'homme arabe dans ses discussions, dans les publications contre la traite des blanches qui parlent de la prostitution, c'est à quel point d'autres pensent que c'est un énorme problème. Le 13 avril dernier, l'Assemblée constituante a adopté une loi dont on a dit qu'elle supprimait la prostitution. Bien, il faut tout de suite déclarer que cette loi ne supprime pas la prostitution. Ce que la loi a voulu faire, c'est supprimer la réglementation de la prostitution. C'est-à-dire, d'une part, supprimer les maisons de tolérance, les fermer. Deuxièmement, supprimer la mise en carte des prostituées qui ne vivent pas en maison de tolérance. Joël Le Tac a fait un battage énorme, mais sa proposition a été arrêtée dès la commission des lois. Elle n'est jamais passée à l'Assemblée parce qu'elle est anticonstitutionnelle, la France ayant ratifié. C'est le général de Gaulle qui l'a fait ratifier avec son président du Conseil de l'époque, Michel Debré. La Convention internationale contre la traite des êtres humains et l'exploitation de la prostitution d'autrui. La France a signé cette Convention internationale en 1949, mais elle ne l'a pas ratifiée tout de suite, elle n'a pas pu l'appliquer parce qu'elle n'était pas ratifiée. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il y avait la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine, et on avait besoin des bordels militaires de campagne pour soutenir le moral de l'armée. Heureusement qu'il y avait ça pour soutenir le moral de l'armée, parce que les soldats n'étaient pas prêts à se battre s'il n'y avait pas de bordel. Et donc, à cette époque-là, il a fallu attendre 1960, où des hommes courageux ont mis en place ont ratifié cette convention et ont mis la loi de 1960 qui prévoit la mise en place dans chaque département d'une manière obligatoire, sous la responsabilité du préfet, c'est pas n'importe qui, et du directeur départemental de la DAS, d'un service de prévention. Le mot prévention vient tout de suite après service de prévention et de réadaptation sociale au service des personnes prostituées en danger dans la prostitution. On entend ici un extrait de l'émission La Fabrique de l'Histoire, diffusée en 2006 et consacrée à la fois à la loi Le Tac et à la loi Marthe-Richard. En quoi cela vous intéresse, Todd Shepard ? Une des choses intéressantes, c'est au même moment qu'on commence à admettre que les Algériens musulmans, soi-disant, pourraient voyager librement en France. Donc il y a une arrivée de pas mal de travailleurs algériens en France. Et la façon que le racisme qui est une des réponses à cette arrivée, se définit, c'est en termes à la fois, le danger sexuel. Donc, on commence à parler du proxénète et on commence à lier donc cette figure du proxénète qui a existé depuis longtemps et qui était ciblée par les lois en France. Et de plus en plus, il s'entrecoupe avec l'homme algérien dans les années 50, pendant la guerre d'Algérie et puis après, au même moment où le proxénète remplace les autres figures dangereuses de la prostitution. Les madames, les tenanciers de bordel, il y en a plus théoriquement. Ils sont interdites. Donc on commence à parler de plus en plus du proxénète comme le grand problème de la prostitution, qui sape la force morale du pays, mais aussi qui s'attaque aux jeunes filles, aux jeunes femmes faibles pour profiter d'elles. Et c'est au même moment que la proxénète est de plus en plus définie en termes d'Algériens. L'exemple dont je parle pas mal dans le livre, c'est Ali Lepointe, une figure connue de beaucoup par la description qui est faite dans le film de Pontecorvo, La bataille d'Alger, de 66, et qui est montré comme un jeune truand qui s'en sort grâce à son engagement pour la libération nationale algérienne. Dans la presse française, pendant la guerre et surtout après, on parle beaucoup du fait qu'il est proxénète. C'est ce qui revient à critiquer toute l'analyse anticoloniale qui est montrée dans le film aussi, qui cible le colonialisme et l'impérialisme français comme responsable, qui a produit la prostitution, qui a produit la prostitution des Algériens, hommes et femmes, comme effet de cette domination. Donc c'est ce qui va prétendre la FLN, qui va, un de ses premiers décrets, c'est interdire la prostitution. On voit ça dans le film où elle est la pointe, d'abord reproche à une proxénète de ses activités continues, et puis la tue, au nom du FLN, de l'organisation. Donc l'idée que Ali Lepointe lui-même est proxénète sert à donner toute une autre explication. Suggère à dire que voilà, la rébellion existe à cause de la criminalité, la violence contre les Français, contre les troupes françaises est une extension de la violence entre eux, de ces criminels, de ces truands, et que la prostitution est emblématique de ça. Donc le proxénète algérien va devenir une figure
très souvent discuté. Moi, j'ai regardé dans les archives de la police à la fois à Marseille, Lyon et Paris pour voir à quel point c'était mis en doute par les enquêtes de la police. C'est pas vraiment vrai. Les Algériens, les Maghrébins ne dominent pas le marché de la prostitution. Mais dans la presse, ça devient de plus en plus clairement vrai. On a affirmé ça constamment. Donc, la figure du proxénète algérien, c'est une des types qui va servir à expliquer comment la France a perdu la guerre, pas seulement parce qu'il y avait des gens qui avaient la pointe, mais aussi, on va dire que c'est le financement niveau financier, que le contrôle du proxénétisme algérien sur les prostituées en France a servi à financer la FLN. Mais alors c'est assez étonnant parce qu'en vous écoutant Todd Shepard, on a l'impression que cet argument de la prostitution et la figure du proxénète est manié de part et d'autre, entre guillemets, de la frontière et des deux camps, c'est-à-dire à la fois par le FLN, une partie de la révolution algérienne pour l'indépendance, et à la fois du côté français pour stigmatiser les hommes arabes ou les hommes algériens après la guerre d'Algérie, en faisant de la figure du proxénète l'homme algérien dangereux qui va pervertir les femmes et envahir la France. Alors ça veut dire que de part et d'autre, la question sexuelle est en fait centrale dans l'argumentation qu'on construit contre l'autre. Tout à fait. Moi, c'est une histoire de la France et des Français, mais j'essaie de mettre en avant à quel point ceux qui soutenaient la révolution algérienne, les anticolonialistes, la FLN et des gens comme Frantz Fanon notamment, ont ciblé les questions sexuelles et genrées pour montrer à quel point le colonialisme fonctionnait et façonnait la vie des gens. Le plus connu, c'est le dévoilement des femmes au Forum d'Alger le 16 mai 1958, dans les journées de mai, qui a mis fin à la 4e République. Et que la FLN va dire, et Fanon va faire l'Algérie dévoilée NSC, où lui, il explique qu'en fait, actuellement, à ce moment, il précise, le voile est surtout un enjeu politique. C'est une façon pour les femmes de se protéger, de l'enlever pour s'en servir, pour passer les barrières. Donc, il va insister à quel point ces questions et la fixation française sur le voile sont politiques. Que le problème entre hommes et femmes algériens actuellement, en 60, 58, 59, 60, c'est la question de la domination impérialiste. Et aussi, je montre beaucoup sur des questions, j'en ai parlé déjà un peu, de l'homme algérien qui résiste à la torture. Donc, ces corps masculins qui résistent, qui sont capables de montrer aux Français comment on est un vrai homme face aux menaces à sa famille, face aux menaces à sa nation, à son peuple et à lui-même. D'être vraiment viril dans une façon héroïque. Donc, c'est ce que j'essaie de montrer, c'est à quel point l'anticolonialisme algérien et ceux qui le soutenaient ciblaient les questions genrées et sexuées pour montrer que c'était des questions politiques. Donc, eux, c'était pour insister qu'il fallait, pour établir une norme, donc un rapport entre hommes et femmes normal, hétérosexuel et beau, il fallait la fin du colonialisme. Donc, on voit à la fois, eux, tout ce qu'ils voulaient, c'était quelque chose de très normé, pas du tout radical, mais pour le faire, pour montrer l'importance de leur lutte, ils ont montré que la façon qu'on définissait les questions genrées et sexuelles sont politiques. Et pour moi, c'est un fondement de la révolution sexuelle, qu'on a trop souvent réduit à un phénomène qui sort de l'Occident. Là, on voit que un pays du Sud au moins, et d'autres aussi, étaient producteurs de nouvelles visions qui montraient que les questions genrées et sexuelles sont profondément politiques, et aussi montrer des stratégies, des tactiques pour s'attaquer, montrer ça et proposer autre chose. Donc pour moi, c'est un vrai modèle et on voit ça très clairement chez à la fois des féministes et les libérationnistes gays des années 70 qui prennent comme modèle la révolution algérienne, qui prennent comme modèle les arguments anticoloniaux et qui prennent comme héros l'homme algérien révolutionnaire et aussi bien les luttes des travailleurs immigrés massivement maghrébins et algériens en France à ce même moment, dans les années 70. Vous écoutez France Culture, les nouvelles vagues, par Marie Richeux. ابقى على خير يا بلاد
ولدي يفيكن ربي أسمرت عزيزا أعويني وهجات زلحات أقربي علقاد أصفري وزن ثنايا أروح على ميزون بلانش لا بيوثر Il y a une violence qui appartient au langage, que le langage contient d'une certaine façon. Et c'est pour ça aussi que dans Eddie Bellegueule ou Histoire de la violence, je travaille à partir du langage qui est le langage de mon enfance, parce que, et on le voit aussi dans les médias partout ailleurs, c'est que les mots ils portent quelque chose de plus que ce qu'ils disent. C'est pas la même chose si tu dis arabe ou si tu dis bougnoul, c'est pas la même chose si tu dis gay ou si tu dis tapette. Et pourtant ça veut dire à peu près la même chose, mais simplement il y a cette violence supplémentaire que le langage porte avec lui. Et donc il faut évidemment se méfier du langage. Oui. J'essaie de pas dire de choses violentes. J'essaie de pas porter une violence en dépit de moi avec le langage. On en porte toujours un peu malgré soi. Mais j'essaie d'éviter ça. Donc je fais attention à ce que je dis, mais pas parce que j'ai peur d'être politiquement correct, mais parce que j'ai envie d'essayer de penser les choses. J'ai envie de penser des choses que je pense pas habituellement. C'est la voix de l'auteur Édouard Louis au micro de Mouloud Achour pour Click TV. Il évoque notamment son travail pour le livre L'histoire de la violence, où il met en scène, où il raconte le viol dont il est la victime par un homme, alors qui répondrait Todd Shepard à cette expression de l'homme arabe, en l'occurrence algérien, d'origine algérienne, qui s'appelle Reda. Il parle de cette nuit où, après l'avoir rencontré, après qu'ils ont fait l'amour, Reda le vole, leur relation se crispe, Reda le menace avec un revolver, un viol s'ensuit et puis tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire la police, l'hôpital, etc., etc. Alors évidemment, lorsqu'on lit votre livre Mal décolonisation et tout ce qui est écrit et décrit de la construction de cette figure de l'arabe voleur, de l'arabe violeur, de l'arabe, on n'en a pas parlé, mais aussi au sexe couteau, au sexe armé, on se demande, alors là, il se trouve que c'est une histoire vraie, que Édouard Louis raconte, mais on se demande comment ces représentations migrent dans un présent, très contemporain. Est-ce que vous faites aussi l'analyse de cela? Pas dans le livre, mais vous. Oui, c'est très difficile, mais c'est ça qui m'a interpellé. En voyant tout ce que je voyais dans les archives, la nécessité d'en parler, c'est pas simplement parce que c'est drôle ou c'est intéressant ou c'est intriguant, c'est parce que ça répondait à quelque chose que je voyais autour de moi, qui revient. Moi, j'arrive de mon pays où on a élu un président qui a commencé sa campagne avec la mise en question d'une invasion mexicaine il nous a envoyé des violeurs, soi-disant. C'est-à-dire, c'est une reproduction de ce qu'il disait des gens de l'extrême droite, certains journalistes et d'autres hommes politiques dans les années 60 qui ont commencé à dire l'invasion arabe et de traiter les Arabes, soi-disant, qui arrivaient en France comme violeurs. Donc c'est vrai qu'il y a une continuité. J'essaie aussi de finir en 79, un peu dans la réémergence de la figure qui est plus typique chez ce qu'on appelle l'orientalisme sexuel, c'est-à-dire la femme musulmane. Donc avec la révolution iranienne, et cette question de la femme musulmane en tant que victime. Donc c'est ce qui reste un peu, et c'est une des spécificités, parce que bien évidemment il y a d'autres groupes qui ont été traités dans des façons très sexuelles, par exemple les juifs historiquement. Mais dans les descriptions françaises des juifs, surtout antisémites, le séducteur côtoyait le violeur brut.
que c'est une des choses qu'on remarque, c'est l'absence de séduction dans les dépictions que j'étudie moi dans les années 60 et 70. Il y en avait, certes, mais c'était très peu présent. Donc cette idée de brutalité va imprégner un certain discours qui donc va s'ancrer aussi dans l'idée que la femme musulmane est donc victime. Donc c'est pas la même chose, musulman, arabe, algérien, etc. Mais donc ça va continuer et ça va surtout être on arrête de discuter. Donc une des choses que j'essaie de montrer, c'est à quel point une discussion autour de ces rapports sexuels imaginés, réels, mais surtout fantasmés en France, entre soi-disant arabes et soi-disant français, était aussi un sujet de réflexion, surtout à gauche dans les années 70. C'était une réflexion à l'extrême droite, et partout en France, il y avait beaucoup d'autres personnes, il y avait une vraie réflexion sur l'héroïsme, le modèle révolutionnaire de l'homme arabe. Et ça permettait, explicitement dans des termes genrés et sexuels, donc un modèle de comment faire autrement que ce qui faisait en France. La disparition de ça fait que ce qui était négatif, ou ce qui était explicitement une critique, un rejet de cette invasion arabe et toutes les menaces et dangers que ça ramenait en France, donc qui effaçait l'histoire de l'invasion française de l'Algérie, par exemple, de l'occupation, pour fixer sur une prison où les criminels sexuels algériens arabes est présent dans le sol français et menace les Français, va continuer de développer. En face, il y a une absence de cet espace où il y avait l'héroïsation. Donc, encore une fois, on n'en parle pas. On reste dans les abstractions. On revient dans les années 80, on a tendance à on peut parler de l'antisémitisme enfin, mais pour un peu rassurer la gauche qu'elle était toujours du bon côté. Parce que pour la gauche, ou pour beaucoup à gauche, l'antisémitisme, c'est les réactionnaires, ceux qui détestent la République ou les étrangers. Le colonialisme, c'est quand même plus compliqué, certainement à gauche. Et cette discussion a eu lieu. C'est ce que j'essaie de montrer à quel point des gens en France, dans les années 60 et 70, discutaient de l'histoire coloniale de la France, discutaient de racisme et ses liens avec le colonialisme en France, dans les années 70 aussi bien que dans le passé, et lier ça aux questions des rapports entre Français et Arabes. Cette discussion-là va disparaître. On va prétendre après que les Français n'en parlaient pas de la guerre d'Algérie jusqu'aux années 90, mais on en parlait beaucoup dans la presse pornographique, sexologique, dans le débat autour des questions de la sexualité, pendant les années 60 et 70. Donc il y a une disparition. Donc il y a des choses qui couvrent. Il y a une répétition de ces thématiques avec à l'extrême droite qui commence à monter dans les années 80. Donc la force du Front National et d'autres devient de plus en plus puissant et peut-être continue jusqu'à nos jours. Donc ils vont continuer de dire les mêmes choses sur l'invasion arabe, sur les menaces sexuelles, etc., etc. Et en face, il n'y en a pas une réponse. On préfère taiser, pas parler. Et on peut comprendre tout ce qui est dit dans le mouvement homosexuel, le radical des années 70, ou chez les féministes, qui essaient de s'adresser à ces liens sexualisés entre arabes et français, sont problématiques, sont fétichisants. C'est-à-dire de mettre en héros un arabe, l'homme arabe, c'est de réduire quelqu'un différemment, mais quand même dans une façon semblable à dire que c'est un ennemi. C'est jamais juste une personne. Donc les gens sont pris dans ce carcan. Là, je parle des gens qui pourraient s'imaginer ou être identifiés en tant qu'arabes, comme musulmans, etc. Donc ces catégories restent problématiques. C'est un gros problème. Mais on n'en parle pas. Alors que ceux qui taxent, ceux qui attaquent, ceux qui dénigrent le soi-disant arabe, le musulman, etc., continuent de discuter. Et de nos jours, c'est de plus en plus important. Je trouve dans mon pays, c'est assez récent qu'on discute beaucoup de ces questions, l'arabe, l'islam, etc. Et ça a eu beaucoup d'effets. Mais justement, ce qui est assez intéressant, je crois que dans ce livre-là, Histoire de la violence d'Édouard Louis, que je n'ai pas lu, il me semble qu'il y a pour lui l'occasion de faire précisément une histoire de la violence. C'est-à-dire, à partir de cette histoire vraie, à partir de ce viol, la fiction se propose de réfléchir à la manière dont cette brutalité sexuelle met aussi, ou en tout cas serait une partie émergée de l'iceberg d'une violence plus souterraine qui va d'une violence d'État via la police à une violence historique via la guerre d'Algérie, à une violence entre les corps via le viol entre deux. C'est-à-dire, ce serait quoi, une forme de nouvelle génération de jeunes gens qui, 50 ans après, auraient de nouveau les outils pour penser la complexité de ça ?
Je crois que c'est symptomatique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix. Donc lui, il n'a pas le choix, c'est-à-dire c'est une histoire qui lui est arrivée, et les termes qui sont disponibles pour décrire impliquent tout ça, D'y implique penser. l'arabe et le force à penser. Donc c'est ce qui est différent et c'est ce qui revient sur certains efforts des années 70, c'est de penser ça et de le penser en termes politiques, d'essayer d'explorer les implications. Et lui, il le pousse encore plus loin que certains. C'est-à-dire c'est dangereux, bien évidemment, d'utiliser ces termes, d'évoquer l'idée d'un violeur algérien dans un contexte, mais peut-être c'est nécessaire. Et je crois que la nécessité quand même, c'est de risquer ça. Et moi, je pense faire la même chose. C'est-à-dire, le livre essaie de pas être dans le retenue, de pas être dans la pornographie non plus, mais de dire des choses franchement pour montrer les liens spécifiques. Ce n'est pas dans des catégories abstraites ou universelles, c'est assez spécifique. C'est des accusations très spécifiques avec des éléments corporels très spécifiques, Avec des rapports tracts sexuels. aussi, parce que, par exemple, moi j'ai été très frappée de certaines archives que vous exhumez, des tracts qui circulent en Algérie, où on voit De Gaulle figurer comme un corps nu d'homme et vers lequel volent des sexes d'hommes dressés en érection et qui sont des matérialisations de, alors l'un du Royaume du Maroc, l'autre, je sais plus, Président de Tunisie, voilà, président de la Tunisie, avec etc. Ben Bella, Et que etc. ce qui se prépare, c'est clairement une sodomie, et qu'il y a dans une comparaison explicite de la situation politique, une situation sexuelle. Et il me semble que ce vocabulaire-là, alors peut-être pas sous cette forme picturale, mais sous une forme langagière, soit très présente dans, même y compris dans des insultes, dans certains morceaux de rap, dans certaines choses qu'on va pouvoir dire ou entendre sur la France. Alors c'est quoi? C'est une migration consciente ou inconsciente de Comment cet expliquer? imaginaire-là? J'écoute beaucoup PNL à ce moment. Il y en a beaucoup de discussions c'est ce qu'ils disaient Deleuze et Guattari à l'époque, c'est l'encoulage. On en parle beaucoup. Par exemple, Et aussi j'encule de la Zemmour. France est quelque chose qui est dit énormément dans le rap français. Tout à fait. Alors, on s'en offusque beaucoup, on en fait une analyse politique comme étant une sécession avec la République, n'empêche que l'on peut pas ne pas lire cela comme une forme de migration d'un imaginaire sexuel absolument construit historiquement, mais il y a 60 ans. C'est stupéfiant. Est-ce qu'on se dit quoi? Que PNL et d'autres ont lu tous les livres d'histoire et ont épluché toutes les archives comme vous l'avez fait? Ou Je crois alors, que l'idée- quelque chose transpire? Je crois que l'idée parce qu'il faut aussi regarder chez Eric Zemmour, avec le suicide Bien sûr, français ça va et dans un avec sens et dans l'autre. plein de références à il est obsédé par la sodomie pour expliquer l'humiliation. Et c'est ça une des choses donc la raison que j'ai un chapitre entier sur cette question, parce que je crois que la question de l'humiliation est très présente, très importante, donc à la fois pour l'extrême droite, qui va proposer une lecture de la guerre d'Algérie comme une guerre pas simplement entre hommes, mais de qui est le vrai homme. Et de qui s'est fait enculer? Exactement, parce que c'est inimaginable pour l'extrême droite que la France pourrait perdre face aux Arabes, face aux Algériens. Donc il faut avoir une faute, et la faute doit être souvent, c'est ce qu'ils disent, c'est la faute à la faiblesse française. Donc la figure de De Gaulle dont vous parliez, c'est assez souvent, c'est l'idée que De Gaulle était une espèce de femelle avec un corps pas vraiment masculin, etc. Une exagération de son corps pour montrer qu'il y a quelque chose qui cloche en France, quelque chose qui n'est plus normalement constitué. Donc il y a ça. Mais donc cette idée que c'est une guerre de virilité, de qui a les couilles, va être très présent dans la façon qu'on représente la guerre d'Algérie, comme a montré Catherine Brun, et moi je réponds à cette analyse, avec l'idée de couper les couilles, la masculation des soldats français devient un élément, quelque chose de central dans la dépiction, la représentation romanesque et autres qu'on fait de la guerre d'Algérie. Mais l'idée que c'est une bataille entre hommes et une question de virilité, et à la fois propagé jusqu'à nos jours par une discussion à l'extrême droite et qui est devenue plus large, mais aussi est dépeint dans la façon que les hommes algériens ou les hommes arabes ou des hommes racialisés ou des jeunes hommes qui se sont exclus de la France en dépit du fait qu'eux, ils sont pleinement citoyens, qui sont français, que leur façon de s'exprimer, PNL ou autre, c'est très français, qui reprennent des stéréotypes bien françaises pour essayer de trouver une place dans le monde, comment marcher, comment vivre, niveau habitus à la Bourdieu, comment gérer ça. Donc c'est-à-dire, si on regarde, c'est ce qui a été dit après l'affaire Théo, sur tous les jeunes qui sont tatillés, qui sont touchés, qu'on abuse, qui ont la preuve de la parole homophobe, c'est-à-dire on peut lire dans Mediapart et dans Le Monde avec ces descriptions, et ailleurs sûrement,
c'est on voit que une réponse possible, soit ambiante ou soit une expérience directe, d'essayer de s'affirmer et dire que c'est une bataille, qu'on peut pas tous être hommes, qu'il faut montrer ses couilles, il faut faire autrement. Donc oui, la soi-disant enculage, par exemple, c'est une des figures qui revient, et c'est très impressionnant à quel point ça revient à ce moment. Mais selon vous, ça revient de manière consciente, assumée, comme une forme de réappropriation qui a été une violence effective ou une violence langagière adressée, on a bien essayé de le démontrer pendant toute l'heure, de part et d'autre de la France et du territoire de, entre guillemets, l'homme arabe, ou c'est comme une sorte de nappe souterraine et que l'inconscient sexualisé, le rapport à la sodomie, le rapport au sexe couteau, le rapport au sexe revolver est quelque chose qui finalement revient un peu par la bande dans le langage de personnes qui ne savent peut-être même pas utiliser ce langage-là. Oui. Je sais pas si je suis claire. Non, mais pour moi, il y a un cadre historique. J'essaie dans le premier livre 1962 qui est sorti chez Payot aussi, c'est la fin, l'indépendance algérienne, notamment juste après où on va définir la nation française comme hexagone pour la première fois depuis la Révolution française. On commence à utiliser le terme, selon Jürgen Weber à ce moment-là. Mais aussi des Européens. Parce que les pieds noirs qu'on disait pendant la guerre qui sont pas vraiment français, c'est les seuls Algériens qui étaient pleinement acceptés explicitement par le gouvernement, et c'était des Européens. Donc, la France devient européenne, le peuple qui est accueilli en France de l'Algérie sont européens. Donc, on va exclure le musulman algérien, comme on disait, l'Algérien, l'arabe, de la nation française, et on va créer le fondement de ce qui est vraiment la Ve République, donc l'élection directe du président, etc. Je traite ça dans mon livre. Donc il y a des cadres institutionnels qui restent en place. Et on voit que c'est en crise avec la Ve République depuis un certain temps. Et le rapport donc à qui est français est aussi fondamentalement en crise. Et les gens qui posent cette question, dans les années 70, les archives sont très claires. Je crois que c'est un peu plus compliqué aujourd'hui. Dans les années 70, c'est clair que c'était les Algériens. Le socle est peut-être plus large. La question de l'islam, avec de la guerre, avec les islamistes, etc., pose ça aussi. Mais il revient sur l'idée qu'il y a une menace interne. Et interne, donc, à quelque chose. À la fois, il y a des institutions qui sont peut-être faibles aujourd'hui, qui faillissent et qui étaient fondées pour répondre au nom de la fin de la guerre d'Algérie, en 62, qui sont en faillite. Un imaginaire de la nation française qui était aussi, comme j'ai dit, gendré explicitement en 62 pour mettre en place ces institutions, et qu'on voit la force de cette idée de gendre, avec la manif pour tous, par exemple, à quel point une vision de l'homme et la femme complémentaires, différentes, complètement différentes, est la fondation de la nation française selon eux, alors que d'autres différences, on n'accepte pas. Il faut qu'ils soient à l'extérieur. Que ça soit sexualisé ne me surprend pas, mais c'est ce que j'essaie de montrer, c'est ce que je peux prouver, je crois, dans la période que j'ai étudié avec les archives et les sources culturelles aussi. C'est à quel point ça a déterminé certaines façons de penser le monde, qu'on a effacé ça, et donc à la fois c'est inconscient qui continue, qui surgissent, c'est sûr, mais c'est aussi lié à toute une série de façons que les institutions eux-mêmes gèrent les rapports entre qui est français, qui n'est pas supposé être français, et la loi, comment elle nous gouverne, ou vous gouvernez. Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richeux.